Vous êtes co-auteur des mouvements de mode expliqués aux parents avec Hector Obalk et Alexandre Pache, auteur de Sociologie du dragueur, de Vers la féminisation, Question film, vous êtes réalisateur de Confession d'un dragueur avec Saïd Tagmaoui et Thomas Dutronc. L'an dernier, déjà aux éditions Blanches, vous avez publié Jusqu'où va-t-on descendre, et cette année, toujours aux éditions Blanches, vous publiez Socrate à Saint-Tropez, texticules, je dis bien, qui sont des petits textes, toujours sur le principe de l'abécédaire. Je pense vraiment que depuis l'étrange affaire Charlie Hebdo, beaucoup de gens comprennent la nécessité, effectivement, de nous organiser politiquement dans ce parti qui s'appelle Réconciliation nationale, pour faire ce que le Front National ne fait pas très bien ou ne fait pas. Voilà. De quoi parlez-vous? De la France. Quand on a un Premier ministre qui nous dit qu'on est en guerre, mais de quoi parlez-vous quand vous parlez de France fraternelle, quand des Français tuent des Français, quand dans les écoles françaises de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul enfant juif? De quoi parlez-vous, monsieur Cambadélis, quand ces enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils se font traiter de sales juifs? De quoi parlez-vous? Qui les traite de sales juifs? De quoi parlez-vous quand vous parlez de racisme, quand vous parlez d'antisémitisme? Mais réveillez-vous! De quoi parlez-vous quand vous parlez de France, alors qu'il y a des dizaines de banlieues françaises qui ne sont plus françaises, où on ne vit plus à la française, où le Coran a remplacé le code civil, où il est imposé. Mais allez vous balader, lisez les articles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Bon. La presse française, c'est pas la presse française qui vous en parlera, sauf 2 articles. Comme par hasard, écrits par des journalistes algériens. Il n'y a que qui est l'honnêteté et la lucidité. Un dans Marianne, l'autre dans Le Point. Et le Paris Match, pardon. Et je vous recommande ces 2 articles. L'un, c'est sur Saint-Denis et l'autre, c'est sur Avignon. Saint-Denis, le journaliste algérien écrit dans Marianne qu'il se croit à Oran en 1990. Parce qu'il n'y a que des boutiques halal, il n'y a que des gens habillés soit en voile pour les femmes, soit en djellaba pour les hommes, avec une pression sociale de la part des ce qu'on appelle les grands frères, et qui sont très souvent aussi des caïds, et qui gouvernent ces petites villes selon le rite islamique. Bon, les musulmans, c'est sur une échelle de 1 milliard de gens. Tu vois, c'est qui, c'est quoi? C'est l'Iran, c'est-à-dire des Perses chiites. C'est les Saoudiens qui ont des accords avec les Américains de coopération depuis les accords de Quincy. Enfin, tu vois, c'est qui? C'est les frères musulmans. Tu vois, c'est des musulmans qui dépendent de quoi? Du gouvernement algérien, du gouvernement marocain, du gouvernement tunisien, du gouvernement égyptien. C'est un islam d'Afrique. C'est les musulmans pakistanais, afghans. Enfin, tu vois, c'est penser que tout ça, si tu veux, c'est une même officine. Et qu'il y a 1 milliard de types qui marchent derrière en obéissant à des mots d'ordre, etc., ça n'a aucun sens. En revanche, ce qui existe, c'est que par l'immigration, on a une présence, comme il n'en a jamais eu dans l'histoire, d'immigrés qui souvent se retrouvent français, notamment en France, par le droit du sol, et qui sont de confession musulmane. Alors, et là, on peut se dire qu'est-ce que c'est comme type de musulmans. En général, ce sont des musulmans majoritairement issus du Maghreb, principalement d'Algérie, donc ce sont souvent des gens issus de la frange très pauvre des Algériens qui sont venus travailler en France dans les 60, c'est les enfants, donc en fait, qui pratiquent, les parents, on va dire un islam sous contrôle, on va dire un islam du bled sous contrôle à la fois du gouvernement algérien qui contrôle tout ça, et en France, par exemple, du ministère de l'Intérieur et du CRIF qui marchent la main dans la main. Ce qu'on appelle l'islam de France, quoi, qui est l'islam soumis, on peut dire. Voilà. Et puis sinon, ça peut être l'islam marocain, c'est encore autre chose, tu vois. Tout ça, en réalité, pour le comprendre, il faut s'intéresser au rapport de la France avec ses anciens dominions du Maghreb, et la façon dont ces dominions du Maghreb gèrent ses ressortissants, voilà, qui sont de confession musulmane, en plus, qui est souvent d'ailleurs une pratique culturelle. Donc c'est à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué. Et après, on a là-dedans des jeunes aujourd'hui, qui sont souvent d'anciens délinquants ou d'anciens paumés ou d'anciens rappeurs, qui se réislamisent sur un islam fantasmé qui, lui, est plutôt un islam salafiste, djihadiste, etc. Et ce que j'appelle, moi, les islams au racailles. Un certain islam, moi je veux bien. Enfin, lui-même explique, je l'ai vu faire la leçon, je jubilais devant mon écran, à Alain Juppé, lui-même a expliqué qu'il fallait lire le Coran, donc il y a différents islams, mais il y a quand même un seul texte.
Et dans ce Coran, comme Michel l'a il y a très des bien prélèvements dit, possibles. voilà, Et pas les mêmes. comme toujours. Ah oui. Comme toujours. Mais si on prélève oui, parmi les sourates agressives et dangereuses, on n'a pas le même islam que quand on prélève, par exemple, la fameuse sourate issue du Talmud qui nous dit pas de contrainte en matière de religion. Ça fait deux islams quand même. Non, mon cher Michel. Et assez incompatibles quand même. Non, et si. non. Mais si on veut bien penser la chose, il faut Ça ne fait pas deux islams, pardonnez-moi. Si. Pardonnez-moi, pas du tout. Pour des tas de raisons. D'abord parce que, en islam, dans le Coran, le dernier texte est supérieur aux autres. C'est ce qu'ils appellent la règle de l'abrogation, premièrement. Et deuxièmement, de façon beaucoup plus conjoncturelle, le wahhabisme, qui est un littéralisme et qui donc s'applique et qui applique littéralement le texte, est en train de vaincre tous les autres. C'est ça l'époque. Et troisièmement, quand on parle arabe et musulman, je sais bien évidemment que tous les arabes ne sont pas musulmans et que tous les musulmans ne sont pas arabes. Il suffit d'aller en pays arabe. Non mais merci. Que tous les musulmans ne sont pas terroristes. Non mais, merci. Non mais si on veut penser finement, il faut quand même éviter. Non mais ça c'est bien de le dire au départ. Non mais d'accord. En plus c'est pas gênant d'ailleurs. Je vois pas. C'est bien de le dire au départ. On le dit. Mais maintenant il faut nuancer dans la nuance. C'est-à-dire qu'il faut dire que le génie de l'islam et le génie arabe, et je dis ça sans ironie, c'est que l'assimilation se fait tellement bien que tous les musulmans s'identifient aux arabes. Et que pour un musulman, il est, au moins de façon mythologique, un arabe. C'est quelles sont les valeurs du judaïsme. Pour le savoir, il faut aller au texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise. C'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament, pour de ce lieu-là que ce peuple choisi par ce Dieu règne sur les autres nations, qui le détruira et réduira en esclavage. Voilà, donc c'est ça le substrat de l'Ancien Testament. Donc c'est la prétention d'un peuple choisi par un Dieu vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale, en réduisant les autres peuples, les autres nations en esclavage. Et après, si on veut faire compléter, comment s'acquiert cette qualité juive? Par le sang de la mère. Donc c'est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang, qui est donc la définition la plus radicale du racisme. Et si après on va, ça c'est donc Torah, l'Ancien Testament. Je n'ai pas fini. Mais allez-y. Non oui, je vais parler. Si vous me laissez parler. On l'interdit. Je vais finir. L'islam n'est pas compatible ni avec la République, parce que la République c'est le pouvoir du peuple, et l'islam c'est le pouvoir de Dieu, ni avec la France. C'est le cas de toutes les religions. Non, monsieur Cambadélis. Dans la religion, oui, vous avez tout à fait raison. Bon. Dans la religion chrétienne, n'oubliez pas qu'il y a rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans le judaïsme, vous avez tout à fait raison, c'est la même chose, c'est très proche de l'islam pour ça, c'est le pouvoir vient de Dieu, sauf on interdit l'islam, on interdit... Vous pouvez me laisser finir, je ne vous ai pas interrompu. Sauf que, depuis 1807 et Napoléon a obligé, et je lui en rends grâce encore aujourd'hui, les Juifs, les Français de confession juive, à choisir dans leur religion ce qui allait avec la France, ce qui allait avec la France et ce qui n'allait pas avec la France. Donc je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. Si tu es anti-sioniste, si tu es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, c'est clair. Je veux dire, si tu veux vérifier par ailleurs, d'ailleurs tout le monde le sait, je veux dire, les mecs, c'est pour ça qu'ils bougent pas sur le sujet, parce qu'ils disent comment je vais manger demain, tu vois. C'est comme ça que distribuent les boulots, tu vois. Troisièmement, vous dites que la vraie subversion, c'est l'antisionisme. Dans ce cas-là, dites donc, qu'est-ce qu'il y a comme subversif? Parce qu'alors là, c'est extraordinaire. Toute la grande presse est subversive, Le Monde est subversif, Libération est subversif, à la télévision, ils sont tous subversifs, c'est formidable. Moi, j'adore des subversifs comme ça, j'en demande tous les matins. Vraiment, c'est formidable. Et puis alors, même Kouchner est subversif, dis donc. Vous vous rendez compte? Et puis alors, c'est formidable. Non, je vous assure, c'est génial. Une subversion comme ça, je me demande tous les matins. La colère du musulman qui n'aime pas être assimilé à un voyou et à un délinquant, alors que l'islam, dans ses valeurs, il suffit de lire le Coran, est une structuration morale pour échapper
à ça. Donc c'est une injustice très grande qui leur est faite et qui les pousse à la colère, d'autant plus qu'ils sont issus de classes sociales en général assez défavorisées et assez mal représentées. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Or, pour donner du courage, parce que Dieudonné va avoir son procès en appel, je dis bien à Dieudonné, à son avocat, de maintenir cette ligne. Les plus gros escrocs de la planète sont bien des juifs, ce qui n'engage pas la communauté juive dans son entier. On ne confond jamais la mafia sicilienne et les Siciliens, la mafia italienne et les Italiens, donc il n'y a pas de raison de confondre la mafia juive et les juifs en général, mais les plus gros escrocs de la planète sont juifs. Ah oui, je réponds à votre question, ça est très intéressant. Il faut remettre ma phrase dans son contexte, c'est-à-dire que quelqu'un sur le plateau dénonçait pour la 1 millionième fois les 10 contrôles aux faciès. Et il disait que c'était scandaleux et que c'était pour cette raison que les jeunes étaient délinquants. Et que c'était pour cette raison qu'il y avait du grabuge en banlieue, c'est parce qu'on les contrôlait 17 fois, j'ai retenu le chiffre employé. Et je réponds à cela, s'ils sont contrôlés, c'est parce qu'il est bien connu que la plupart, je n'ai pas dit la majorité, je dis la plupart, c'est beaucoup plus que la majorité en fait. La plupart des délinquants sont arabes et noirs. Vous allez dans les prisons françaises, vous verrez les statistiques officielles ou officieuses du ministère de la Justice, c'est 80% qui sont musulmans. C'est des raisons sociales. Mais attendez, les raisons, on peut en discuter 3 heures. En tout cas, c'est un fait. C'est ce que j'ai dit. Les raisons sociales, non raciales. Très bien, c'est pas racial ce que je dis. Je dis c'est un fait. On m'a dit pourquoi il y a des contrôles aux faciès. Je dis voilà pourquoi. Maintenant, vous dites la plupart des financiers voleurs sont juifs. Je ne vais même pas discuter de ça. Disons que vous avez raison. Vous voyez, c'est un fait aussi. Voilà, disons que c'est un fait. Est-ce que on arrête les financiers voleurs en contrôlant leurs papiers dans la rue? Non mais, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut les arrêter en contrôlant leurs papiers dans la rue? Moi, je ne parlais que du contrôle aux faciès. Vous comprenez bien ce que je dis. Je ne répondais qu'à ça. Les trafiquants de drogue, on les arrête, oui, en les vérifiant, en les surveillant, etc. Les banquiers, les financiers, les voleurs, on les arrête autrement. Et si on ne les arrête pas, vous avez raison, on ne les arrête pas. Mais en tout cas, vous m'accorderez que ce n'est pas mon sujet, en l'occurrence, qui a correspondu à cette phrase. Voilà. Donc moi, rien ne me gêne. Vous savez, que vous me disiez que Madoff est juif, je m'en tape comme de ma dernière chemise. Moi, contrairement à vous, je ne me sens pas stigmatisé parce qu'on dit qu'un juif est voleur, ou parce qu'on dit que les juifs sont ceci et les juifs sont cela. Je m'en fous complètement.